Bonjour tout le monde! Donc, bienvenue au défi de taille de fruitier en permaculture. Je vais tenter de vous répondre tout au long de l'activité par le chat. Cependant, ça ne sera pas toujours évident parce que je vais le faire avec mon téléphone. Fait que, je vais essayer de suivre ça du mieux que je peux. Donc, il nous reste 2-3 minutes. On va attendre que tout le monde soit sur place. Bien content que vous soyez là. Quelques participants déjà. Donc, c'est excitant tout ça parce qu'il y en a qui ont déjà commencé à tailler. Moi, personnellement, je trouve vraiment que la taille est comme un jeu de société, en fait. Parce que je vais juste m'occuper de ma logistique, je vais vous dire pourquoi après ça. Bon, là, je suis en partage d'écran, c'est parfait. Si j'avance comme ça. Donc, excellent. Mais je trouve vraiment que la taille est comme un jeu de société parce que c'est comme à chaque arbre, c'est un défi, c'est une stratégie différente, c'est une réflexion différente. Moi, je vois vraiment ça comme un jeu. Puis, j'ai découvert au fil du temps, par exemple, qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui maîtrisait nécessairement de s'occuper de ses fruitiers. Puis, souvent, c'est triste parce qu'au bout de la ligne, ils n'en profitent pas, les gens n'en profitent pas au plein potentiel que ça pourrait avoir. Donc, j'invite à tout le monde qui vient d'arriver de peut-être nous dire de quelle ville vous venez. J'ai vu, Patrick, quelques-uns d'entre vous qui ont des gros projets d'arbres fruitiers, certains des vergers, certains des arbres qui sont plus vieux, fait que ça va être des arbres à restructurer. Je veux vous avertir, ce n'est pas nécessairement certain à l'intérieur d'une heure, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions déjà, mais j'ai repris quelques photos que certains m'avaient envoyées pour qu'on puisse les regarder ensemble. Donc, on me dit d'attendre jusqu'à midi. C'est vrai qu'il reste encore 1 minute. Fait que pendant ce temps-là, ben c'est ça. Moi, je peux juste vous dire quand même, je l'avais écrit dans le chat, mais je suis dans la baie des Chaleurs. Fait que nous, c'est la zone 4B, en fait. Et puis, on a encore quand même pas mal plus de neige qu'en Montérégie. Là. Certains, je voyais Québec ou Montérégie. Québec, vous devez avoir encore quand même un peu de neige. C'est sûr aussi ce qui se passe quand on va tailler très hâtivement, quand il y a beaucoup de neige encore. Bien, des fois, il y a encore des branches qui sont ensevelies sous la neige. Puis là, on ne peut pas nécessairement les tailler, celles-là. Fait que des fois, il faut faire la taille en 2 fois. C'est quand même préférable d'attendre un petit peu plus tard, vraiment à la fin de l'hiver, quand il n'y a plus de neige, mais des fois, comme quand on a un verger comme moi ou M. Patrick aussi sur le chat, 500 arbres, là, des fois, il y a de l'ouvrage pas mal, fait qu'il faut commencer rapidement suite au grand froid. Donc, il est rendu midi. Ben, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que le défi de taille pour vous, c'est un accès à l'abondance parce qu'au lieu de regarder nos arbres faire pousser des branches, mais là, l'objectif, c'est que ça fasse pousser des fruits. Donc, on va voir un peu la différence entre un arbre qui fait pousser juste des branches, qui prend sa sève pour faire pousser du bois, versus pour tout utiliser son énergie pour faire des fruits. Puis ça va faire aussi que la taille, elle va être beaucoup moins dure ou longue à faire si on est capable de tout de suite transformer l'arbre en mise à fruits. Donc, moi, ça a pris quelques années avant que je puisse apprendre à tailler. Mais maintenant, dans mon quotidien, ça, c'est la photo de ma maison. Ben, j'ai comme plein d'arbres fruitiers, j'ai des haies comestibles, j'ai un jardin aussi. Mais je peux vraiment dire que c'est l'accès à l'abondance au quotidien avec ma famille. On voit sur l'image aussi mon gars qui me regardait tailler. Fait que je trouve que c'est une bonne influence qu'ils puissent participer, manipuler des outils, les jeunes aussi. En fait, je suis persuadé, parce que je vous avais dit, c'est un défi de taille de fruitiers en permaculture. Fait qu'évidemment, je vous parle de permaculture. Hey, je vais regarder le chat, là. Il commence à y avoir du monde qui se sont rajoutés. Mont-Sainte-Anne, Marieville, Val-David, Bas-du-Fleuve.
Y a-tu quelqu'un qui est en Montérégie? On me disait qu'il n'y avait plus beaucoup de neige puis qu'il y aurait eu une bordée. J'ai pas. Ben, ouais, c'est ça. Peut-être Marieville, c'est en Montérégie, canton de l'Est. En fait, c'est ça, c'est pas le même calendrier pour chaque personne. Donc, revenons à nos fruits. Non, mais je suis persuadé que dans le monde qu'on vit, on aurait vraiment avantage à ce que plus de personnes apprennent des techniques pour s'alimenter par soi-même, comme la taille. Puis, pour moi, ben, la permaculture, ça permet de changer, ça permettrait de changer les choses. Ben, ça permet de changer les choses sur la planète parce que parfois, on trouve qu'en regardant les médias, on est comme, hey, non, ça tourne pas rond. Puis je me suis toujours dit, ah, c'est comme ça devrait être enseigné à l'école, s'alimenter, que tu apprennes ça dans ton jeune âge, excusez. Mais en fait, c'est un peu ça pourquoi j'ai démarré toute mon épopée dans le domaine de la permaculture, puis que je vous offre le défi de taille aujourd'hui. Puis j'ai une masterclass aussi à vous présenter à la fin pour eux qui veulent aller plus loin. Donc, lorsque on travaille en permaculture, notre objectif est toujours de construire les sols. Parce qu'il y a beaucoup d'érosion des sols présentement, il y a beaucoup avec les fertilisants de synthèse, ça brûle l'humus, ça détruit les sols. Donc, nous, seulement en plantant nos petits fruitiers dans notre cour, ben, on fait notre part. Puis, quand on plante ben, nos fruitiers aussi, ben, ça rajoute un peu de forêt jusqu'à un certain point. Là. C'est plus comme dans mon verger, moi, on pourrait dire de l'agroforesterie, c'est des rangées d'arbres et non une forêt entière, parce que souvent, une forêt sauvage est moins productive en fruits parce qu'elle, entre autres, est à l'ombre. Puis, ben, c'est ça, le fait de planter des arbres, des plantes aussi, ça fait de la captation d'eau. Et puis, on le sait maintenant, il y a de plus en plus d'inondations. C'est quelque chose qu'il faut prévenir, dans le fond, en plantant des plantes pour retenir l'eau, comme ça. Puis, c'est des habitats aussi qu'on crée lorsqu'on plante de la végétation, tant qu'à planter aussi, bien planter comestibles ou utiles même pour récolter des plantes médicinales ou du bois. Mais bon, moi, j'ai comme souvent un petit troupeau de chevreuils qui passe. J'ai une place où le terrain n'est pas protégé, donc des fois, ils viennent brouter sur certains arbres. Sinon, on avait des moufettes. À mon verger, j'ai eu aussi des porc-épics. Sinon, il y a des mulots, mais beaucoup d'oiseaux, je veux pas aussi quand il y a des fruitiers. Ben, moi, je trouve que c'est l'abondance aussi, fait qu'il faut accepter d'en partager une petite partie. C'est sûr, quand on a un volet commercial, c'est pas toujours évident de garder sa patience parce qu'on veut quand même préserver nos récoltes parce qu'on veut gagner notre vie aussi. Puis tout ça, ben, je trouve que ça nous permet de se reconnecter à la nature. Il y en a plusieurs si vous avez des fruitiers, vous êtes tout au courant de ça, mais je trouve ça bien de vous dire bravo, vous faites partie de la solution. Je suis bien content. Est-ce que faites peut-être un petit thumbs up sur un petit pouce en l'air là, pour tous ceux qui sont d'accord avec ça, ou s'il y en a qui en font encore plus, vous pouvez nous dire vos idées, qu'est-ce que vous avez fait. Moi, entre autres, un truc pour ne plus utiliser de sac de poubelle, là, qui pourrait être un exemple d'idée, c'est que je mets, dans le fond, un sac de papier dans mon sac de poubelle, puis au lieu de jeter le sac de plastique à chaque fois, ben, mon sac de papier il est dans le sac de poubelle, fait que je fais juste retirer le sac de papier pour les jeter, fait que ça fait plus de plastique dans les poubelles, c'est déjà mieux. En tout cas, je passe la bonne nouvelle. Mon but, ben, c'est pour eux qui étaient peut-être vraiment timides de se lancer dans la taille ou qui ne savent pas trop quoi faire, ben, je vais vous dire, c'est normal de faire des erreurs. Puis je vous avais justement mentionné pour eux qui avaient téléchargé le manuel pour se préparer pour le défi que des fois, on se fait des fausses croyances qui nous empêchent de passer à l'action. Mais si vous, moi, j'aime bien le terme qu'ils utilisent en anglais, c'est le mindset. Quand dans le fond, c'est notre intention. Quand on active notre intention à faire quelque chose, on met de côté toutes ces croyances-là négatives. Ah, je sais pas, je sais pas quoi faire. Je suis mal outillé. Mais souvent, c'est juste déjà d'aller observer son arbre. C'est déjà un bon premier pas. Puis si vraiment vous n'êtes pas encore assez à l'aise, bien là, vous aurez déjà un petit peu plus de bagage suite à la fin du défi pour savoir quoi analyser les bases.
Je trouve ça bien aussi de mentionner que pour les perfectionnistes, ben, des fois, ça vous empêche de passer à l'action parce que vous voulez tellement que ça soit parfait que vous ne vous commettez pas. Donc, mettez ça de côté et sortez vos sécateurs cette semaine. Pour eux qui n'ont pas d'arbres fruitiers encore, je vous invite vraiment à juste en lancer sur un post sur Facebook ou sur une plateforme quelconque pour dire j'aimerais aller tailler chez quelqu'un, je viens d'apprendre un petit cours de base, qu'est-ce que je pourrais faire? Allez-y, allez-y. Peut-être pour eux qui sont sur le blog, ben pas le blog, pardon, le chat. Oups, on m'écrivait quelque chose sur le chat, ça ne sera pas long. Je vais juste regarder ça. Donc, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave, on va continuer. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment éviter les erreurs de débutants, comment former un arbre résilient. Moi, j'ai été tellement triste au fil de mon parcours de voir à quel point souvent on met de l'énergie dans la plantation des fruitiers, mais pas assez après ça pour les protéger ou les entretenir. Fait que justement, au temps de la terre, mon erreur, moi, dans mes débuts dans le domaine de la permaculture, je me disais, on plante beaucoup de vivaces en permaculture, c'est le fun. Tu plantes ça, tu laisses ça aller, tu vis l'abondance. Non, 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 ce n'est pas le cas. En fait, j'ai passé par ces événements-là, moi aussi, de autant pas avoir des fruitiers qui ne sont pas productifs parce que je ne les fertilisais pas, je ne les taillais pas, je ne les formais pas, que de me faire détruire par différents mammifères, rongeurs, etc. Fait que, laissez pas les animaux tailler pour vous parce qu'en plus, souvent, ça repousse en buisson. J'avais quelqu'un sur le groupe Facebook du défi de taille qui venait de m'envoyer une photo. Là, son arbre, c'était comme un buisson. Fait que c'est souvent ça qui se passe dans ce temps-là. Là. Ça stimule des hormones de croissance, puis ça repousse comme ça en buisson. Donc, on poursuit. C'est une erreur protégée autant contre les cervidés que les rongeurs. Sur le blog, pourquoi, le blog, je dis blog, mais le chat, selon vous, pourquoi les animaux aiment tant les fruitiers autres que les fruits, en fait? Ben oui, les fruits, tout le monde aime ça, mais quand ils viennent gruger comme nos mulots, le tronc, est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi ils vont tout le temps prendre le fruitier versus l'arbre en forêt ou, tu sais, comme peut-être, on va dire, un érable ou un chêne ou un bouleau? Pourquoi ils vont avoir une tendance à aller? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Je regarde sur mon... Ouais, sève plus savoureuse, non. Merci, René. Effectivement, la sève est sucrée. Puis eux, ben, ils habitent dans la nature, ils le savent, là. Je veux dire, ils ont déjà vu un autre type de fruitier qui est comme un sorbier où il y a des fruitiers quand même sauvages. Fait qu'ils connaissent ça. Donc, investissez, s'il vous plaît, dans des protections. Prévoyez ça dans vos budgets. Puis c'est non négligeable parce que j'ai vu plusieurs personnes dans ma compagnie de paysagement où j'allais analyser leur terrain avec eux pour voir le potentiel. Et puis, ils avaient perdu comme jusqu'à 5 000 d'arbres parce qu'ils n'avaient pas protégé. Puis, petite parenthèse, là, je parle de protection contre les animaux, mais il y a aussi protection contre le gazon. Donc, dans l'image en haut à gauche, on voit que normalement, on tente de contrôler la compétition racinaire du gazon parce que le gazon boit beaucoup. En fait, on s'imagine une moquette de gazon quand c'est le temps de les dérouler là, chez un paysagiste. Ben, c'est tellement épais que l'eau ne se rend pas. Puis c'est gourmand aussi en minéraux. Fait que c'est pour ça que l'arbre, il ne peut jamais pousser si on le laisse en plein milieu de l'herbe. Donc, veuillez mettre du copeau, des paillis de plastique tissé, même 2 sacs de poubelle collés avec pas collés, mais à côté avec des roches. Il faut que vous mettiez quand même ça solide ou avec des planches, c'est encore mieux parce que souvent les toiles, ils peuvent lever au vent, fait qu'il faut que ça soit installé solide. Pour des plus grandes superficies, là, quand on parle vraiment d'un verger ou à partir
Moi, je dirais comme 10-12 arbres, là, tu commences à te dire, bon, je pourrais peut-être clôturer une petite section, puis entre mes deux rangées d'arbres fruitiers, faire un jardin euh, laisser les distances pour que le jardin d'annuel ait quand même du soleil, mais tu sais, faire une pierre deux coups pour tant qu'à clôturer, faire le jardin en même temps, puis avoir votre zone de comestibles. Donc, c'est sûr que c'est de l'ouvrage clôturé, puis surtout quand on fait une plus grosse superficie. Mais moi, comme je l'avais mentionné dans le manuel pour le défi, qu'il faut vous cibler des gens pour venir vous aider, des ralliés à votre projet, parce que c'est rassembleur, l'agriculture, ça a toujours été des projets de famille, l'agriculture, jusqu'à quelques générations derrière nous. Et puis, quand on part de zéro, on a du chemin à faire, on a du boulot à faire, puis ça devient épuisant totalement. Même la taille, quand on tombe dans un verger de 500 arbres, là, à un moment donné, il faut se trouver comme une personne là, de confiance, au moins. Mais je pense que vous êtes capable de mobiliser des gens autour de vous pour que ça soit l'ouvrage vienne raisonnable. Fait que c'est un des défis de taille, c'est aussi ça. Que moi, je vous demanderais cette semaine d'identifier au moins une personne où vous pouvez aller tailler si vous n'avez pas d'arbre. Puis sinon, ben, aussi, vous trouvez des gens pour collaborer dans vos projets d'abondance, que ce soit les jardins ou même la terre dans ce cas-ci. On poursuit. Ça me fait vraiment rire parce que moi, j'ai 2 jeunes enfants. Puis, je sais comme un peu la réflexion que les parents qui viennent m'acheter des plantes à ma pépinière y ont. Ils se disent, ah, j'aimerais ça récolter des pommes avec mes enfants. C'est comme un peu pas le rêve, mais c'est un beau moment que tu passes, surtout si tu as ça dans ta cour. Mais en fait, souvent, ça peut prendre jusqu'à 7 ans pour des poiriers s'ils ne sont pas taillés, 11 ans avant de produire des fruits. Fait que, attendez pas, plantez vos fruitiers, mais en attendant, plantez d'autres choses à côté. Vous pouvez faire un petit jardin annuel, mais si vous voulez vraiment les fruits, allez-y avec des fraises, framboises, camerises. C'est des productions. Fraises, on peut en récolter tout droit la première année. Framboises aussi, c'est pas super productif la première année par contre. Camerise, normalement, des fois, on achète le plant à la pépinière, puis il y a déjà des fruits dessus. Donc, ça, c'est des choses que vous allez vous assurer de pouvoir vivre ces beaux moments-là avec vos enfants. Puis l'autre erreur avec les fruits, c'est penser qu'on plante quelque chose puis qu'on a une récolte long comme pour toute la saison. Puis je prends le temps d'en parler parce que je trouve ça plate que les gens ne connaissent pas le concept de hâtif, mi-saison, tardif. Fait que ça soit dans les fraises ou dans les arbres, on a tout le temps ça de disponible, des variétés qui ont été développées pour couvrir toute la saison. Donc, quand vous plantez, essayez d'aller chercher une variété parce que c'est souvent plus le fun d'avoir une récolte à long terme que de dire, ah là, ça vient de l'ouvrage, il faut tout aller chercher d'un coup, etc., etc. Est-ce qu'il y en a des fois que, justement, là, ils ont des pommiers matures, des fruitiers matures que ils se retrouvent débordés par l'ouvrage de récolte en faisant un petit pouce dans les airs, par exemple? Ah, j'avais trouvé ça bon. Je viens de relire ce que vous aviez mentionné pour tout à l'heure. Je me disais pourquoi les fruitiers aiment les mammifères aiment les fruitiers, pardon. Les branches sont plus souples aussi, surtout à la fin de l'hiver. Donc, on poursuit les erreurs de débutants. De ne pas prendre le temps d'aller voir notre arbre, là, ou en réalité de juste le voir. Moi, je trouve qu'il y a une différence entre voir et observer. Observer, c'est vraiment quand on porte attention aux détails. Fait que si on s'approche de notre arbre, même si on n'avait pas d'intention de tailler, d'analyser les arbres qui sont dans les parcs, de développer sa curiosité, on va découvrir, ah, tiens, il y a de la mousse là. Ah, comment ça qu'il y a de la mousse? Bon, il est peut-être vieux. Ah, mais non, il y a tout le temps de l'ombre là, on dirait. Ah, il y a tellement de branches, il n'y a pas d'air qui circule. Eh non, il y a quelque chose de pas correct. Ah, attends, il y a des branches de cassées, là, je n'avais pas vraiment porté attention. Le mûrissement des fruits serait. Il y a une place où ils sont tout le temps plus mûrs. Ah, ben, il y a plus de soleil, on dirait, dans ce coin-là, c'était mieux dégagé. Les insectes, les maladies aussi, c'est pas comme d'un jour à l'autre, vous allez les apprendre rapidement comme ça. Fait, petit peu par petit peu, c'est comme ça, dans le fond, qu'on apprend. Donc, prenez le temps d'être curieux.
surtout ceux qui ont des familles, c'est tellement fantastique les découvertes qu'on fait. L'image que j'avais mis à gauche, c'est un insecte, une cirfe. C'est une guêpe parasitoïde. En fait, c'est une guêpe qui ne pique pas les humains, mais elle pique les insectes comme ça, puis elle vient réguler les ravageurs sur nos vergers. Puis l'autre, c'est un trou d'un carpocaps, un autre insecte qui peut être dommageable dans nos vergers, sur la pomme. Ben, je voulais juste vous donner un exemple aussi au début, quand on commence à observer, des fois, on a une notion négative. En permaculture, on essaie de voir comme les problèmes comme des solutions ou essayer de trouver c'est quoi le positif. Donc, ici, on se dirait, bon, un animal a gratté ou peut-être c'est des trous de mulot, en fait. Oui, mais c'est néfaste pour nos fruitiers comme on a vu, mais est-ce qu'il y aurait des avantages? En fait, il y en a, mais il faut trouver le juste milieu aussi de bien protéger nos fruitiers, mais aussi le fait qu'ils apportent de l'aération dans le sol. Les plantes qui ont besoin d'air, les racines aussi, un sol super compacté, les plantes ne poussent pas bien là-dedans. L'infiltration de l'eau, quand il n'y a pas d'eau, la photosynthèse se coupe, la plante ne pousse plus. Il peut manquer des minéraux, le sol est vraiment pauvre, mais ça va continuer à pousser. Mais quand il manque de l'eau, non, il ferme boutique. Donc, ça, c'est une réflexion qu'un débutant, il ne pensera pas tout de suite à ça. Donc, prenez le temps de vous connecter à la nature. Ne pas transformer l'arbre en arbre fruitier, en fait. Parce que si on regarde l'exemple du poirier de droite, bien lui, il est orienté vers le haut. Les bras, on pourrait dire, les bras dans le haut. Il y en a peut-être qui ont déjà vu quelques vidéos sur l'Internet qui on parle de ça. Là. Donc, ça produit du bruit, du bois, pardon. Non, ça n'a pas de bruit. Du bois. Puis lorsqu'on arque les branches vers le bas, en dessous de 45, ça force la mise à fruit. Ça transforme nos bourgeons qui étaient à bois, éventuellement en bourgeons à fruits. Et lorsqu'ils sont transformés à fruits, ils restent à fruits pour toujours. Donc, il y a différentes techniques pour le faire, mais sachez, corde ou fil de fer, que c'est une pratique qui va vous éviter, si vous le faites dès le départ, de vous retrouver avec genre 10 fois la quantité de branches qu'il y aurait si on calme l'arbre puis qu'on le transforme, de lui dire OK, là maintenant, toute ta sève, elle ne fait plus du bois, elle fait des fruits. Donc, si je trouve là, un des apprentissages là, pour eux qui sont vraiment nouveaux dans le domaine, que vous devriez retenir, c'est vraiment lui. D'arquer à partir de. Normalement, moi, j'essaie de laisser à partir plus de la 2e année que je commence à arquer les branches. Donc, c'était un petit exemple, là, une fois que les. Hey, peut-être. À nouveau, je serais curieux que vous me faisiez, on va changer pour savoir, vous me faisiez un sourire, un bonhomme sourire, eux qui sont déjà familiers avec cette technique-là. Faites-moi un bonhomme sourire si vous êtes familier sur le chat. Ah, OK, c'est bon. Donc, OK, bonhomme sourire. 2 personnes. Ben, on est quand même un petit groupe, là. On était 21 tout à l'heure. Fait que, OK, c'est encore une notion. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui ils sont débutants dans la taille, c'est parfait. Donc, je suis content que vous soyez là. Ça s'adresse à vous et aux personnes intermédiaires aussi. Dans le fond, on voit beaucoup de vidéos sur Internet que les gens ils nous disent de couper les bourgeons pour stimuler la transformation des bourgeons pour qu'ils deviennent des bourgeons à fruits. Mais à chaque fois qu'on coupe, comme ça stimule des repousses. Donc, pour moi, c'est comme un cycle sans fin où on veut forcer du fruit, mais là, ça recrée des repousses. Fait que là, il faut retourner tailler. Là, c'est quelque chose qui est dépassé. Puis, avec la technique de harquer les branches, on va pouvoir s'éviter tout ce travail-là. Puis, normalement aussi, par exemple, il faut éclaircir l'arbre. Un arbre
serait pas, qui aurait trop de charge de fruits, il ne sera pas capable de renouveler les bourgeons fruitiers. Je trouvais ça drôle ici de vous montrer, on peut faire des erreurs, mais on ne peut pas retourner en arrière. Fait que Doc, dans ce cas-ci, nous dit non, elle est brisée, la DeLorean, tu peux pas retourner en arrière, même si tu as fait des tailles pas belles ou que tu t'es fait gruger tes arbres par des mulots. Mais maintenant, tu peux faire mieux, puis il faut juste viser à s'améliorer dans le temps, puis d'aller comme créer une petite communauté comme ça là, pour réseauter puis savoir c'est quoi les meilleures pratiques. Une autre erreur typique, c'est de planter des arbres qui deviennent trop grands. Donc, juste pas s'informer aux pépiniéristes lorsqu'on va acheter un arbre, juste prendre le premier venu, pas savoir s'il serait comme résistant aux maladies ou sa hauteur. Donc, on se retrouve avec un arbre comme ça qui devient dangereux et à récolter des fruits et encore plus à tailler, ou autant à tailler. Donc, normalement, les pépiniéristes vont vous dire, cet arbre-là, il y a telle grandeur, cet arbre-là, puis ça va aussi avec votre climat. Fait que vous ne pouvez pas prendre n'importe quel arbre selon le climat. Fait que vous devez savoir votre zone climatique, mais normalement, votre pépiniériste va le savoir si c'est pas vraiment dans la même région. Laisser trop de fruits et endommager l'arbre. Ça m'est déjà arrivé de retarder une taille puis me rendre compte l'année même, finalement, quand c'était la récolte des fruits, que j'avais des branches qui avaient déchiré. Puis voici un petit moyen ici de prévenir ça si quelqu'un n'avait pas enlevé quelques fruits de surplus. Il y a moyen de mettre des perches comme ça, mais moi, je trouve tout le temps en permaculture, on essaie de minimiser le travail puis de le laisser faire par la nature, parce que sinon, on devient un peu esclave à un moment donné de nos projets agricoles. Puis je sais que de nos jours, on est quand même chargé dans notre quotidien, dans notre horaire quotidien. Puis aussi, une idée qui est à la mode en permaculture, mais qui est à double tranchant, le non-faire ou le rien faire. Dans le cas de la taille, ça ne s'applique pas. Parce que vous voyez cet arbre-là ici, on voit que ce n'est pas un fruitier avec des branches arquées vers le bas. Puis, probablement que les fruits, en tout cas, il y aurait de la misère à pousser là-dedans. Fait que, commencez cette semaine, c'est votre défi. Je voulais juste prendre 2 petites minutes avant la prochaine section qui va nous parler des arbres, la résilience des arbres, la forme qui va rendre résilient notre arbre. De mon profil, peut-être vous demandez un peu je suis qui en fait. Donc, moi, j'étais persuadé qu'on pourrait sauver le monde dans un seul jardin. Fait que si tout le monde aurait des jardins, le monde irait mieux. Fait que j'ai commencé à m'impliquer dans le cadre de mon ancien travail en promotion de la santé à la création de plus de 26 initiatives de jardins communautaires et scolaires. Puis, j'étais beaucoup dans les jardins communautaires moi-même. Au fil du temps, ça a pris de l'ampleur, mais mon implication là-dedans, ma conviction, ma passion pour le comestible puis la permaculture. Puis, j'ai développé un verger qui m'a fait tellement découvrir de choses que je me suis dit, il faut que je partage mon expertise. Donc, j'ai créé une compagnie de paysagement écologique qui s'appelle Cerises et Camerises, un petit nom passe-partout. 2 fruits qui plaisent pas mal à tout le monde. Fait que vous pouvez voir un design que j'ai fait dans le bas de la page à gauche. Et puis, voici une photo de mon verger qui est quand même à 50 minutes de chez moi. Donc, ça demande que je gère mon temps d'une manière optimale. Puis, moi, j'ai décidé à ce verger-là que je mettrais des toiles de plastique pour contrôler la mauvaise herbe, justement, parce que je n'étais pas prêt à tondre constamment. Puis, ça a été vraiment une terrible de bonne décision. Ça, c'était un combat que j'ai bien fait de ne pas me lancer dedans, me confronter au gazon parce que j'aurais perdu, je crois. Non, mais c'est quand même beaucoup de travail, en fait. Une des choses aussi en concernant les mulots que je n'avais pas dit, c'est que si on garde notre herbe trop haute, cependant, ça peut attirer des mulots. Fait que moi, j'ai quand même des enjeux de mulots, mais j'ai mes protecteurs à mulots qui me permettent d'y remédier.
J'ai fait aussi quelques formations vraiment stimulantes sur la science des sols, qui, selon moi, est l'avenir de l'agriculture, la permaculture, l'agroforesterie, parce que j'avais quand même des idées d'ampleur avec cette terre agricole-là, puis les designs écologiques pour ma compagnie de paysagement. Donc, la méthode stable que j'ai développée, stable pour moi, c'était comme si nos connaissances seraient plus stables ou que ça soit plus clair quand on va sur le terrain, parce que je me rendais compte au fil de plusieurs, 3 ou 4 formations en terre que j'ai fait, que comme on a plein de concepts, on ne sait plus étape par étape par où commencer. Donc, je vous en mentionne une aujourd'hui. Puis en pédagogie, c'est ça, on essaie de ne pas trop s'éparpiller dans 1000 concepts. Fait que là, je me suis dit, tiens, on va bien focuser sur la structure. Puis ceux qui veulent aller plus loin, mais j'ai une petite proposition à faire pour plus tard. Donc, la structure, en fait, on veut s'assurer pour avoir un arbre résilient qui ne va pas fendre comme ça. Parce que ce n'est pas des blessures que l'arbre est capable de cicatriser facilement. Donc, à la photo de gauche, c'est chez un de mes clients, une vieille blessure de l'arbre qui avait fendu. Puis là, tu sais, c'est la moitié de l'arbre qui est partie. Mais pourtant, il a réussi à avoir quand même à bien s'en sortir. Il produit des fruits, mais ils sont piqués. Donc, c'est sûr que ça ne l'aide pas pour sa santé générale. Puis éventuellement, l'humidité qui est créée dans son trou comme ça de sa blessure, mais ça va créer il va y avoir des parasites qui vont rentrer. Fait que ça va réduire vraiment de plusieurs années sa durée de vie. Donc, ce que l'on vise, c'est vraiment de débarrasser toutes les branches. Il y a des exceptions, mais on ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui, mais le plus possible, les branches qui sont 50% de la grosseur du tronc pour éviter ces blessures-là. Fait que si déjà vous ressortez avec l'apprentissage que j'ai dit aujourd'hui d'arquer les branches, puis vous seriez capable de prévenir les blessures comme ça. Puis là, je vois un arbre mature, mais on va le voir sur des plus petits arbres aussi, ça s'applique aussi de se débarrasser, de dire, bon, ça c'est mon tronc, c'est le plus haut, c'est lui qui a la plus grosse superficie de branches. Ah, lui, ah non, il est 50%, elle qui arrive juste à côté, il va falloir que je la débarrasse. L'autre chose concernant la structure, c'est vraiment la quantité de branches qu'il y a sur l'arbre. S'il y a trop de branches, en fait, c'est qu'on se retrouve, les fruits vont être trop petits, la sève va être répartie dans toutes ces branches-là. Donc, quelles sont les branches les plus stratégiques à garder? Bien, entre autres, ça nous prend une certaine distance entre les branches. On ne peut pas toutes garder des branches orientées dans la même direction. Tu sais, si on reprend notre photo de l'arbre qui n'avait jamais été taillé, ben là, c'est ça. On voit qu'il y avait trop de branches. Les fruits vont être trop petits. Puis, les pommes ne pourront pas bien grandir là-dedans. La sève va être répartie aussi dans toutes les branches. Donc, en synthèse, déjà, avant de tomber dans une petite mise en situation à l'analyse de quelques photos que certains d'entre vous m'ont envoyées, je reviens sur les petits apprentissages. Qu'est-ce que vous devriez faire? Ne plus avoir peur de faire des erreurs. Parce que dans le fond, une fois qu'on fait une erreur, dans le fond, c'est un tremplin vers le succès. Mettre en pratique ses connaissances. Donc là, vous avez appris des choses. Ça s'applique à tout dans votre vie. Mais à un moment donné, si tu fais juste prendre l'information pour prendre l'information, c'est un divertissement, mais on change. Tu n'es pas en train de créer le monde dans lequel tu veux voir le monde venir, en fait. Donc, prends part à l'action. Ensuite, le fait d'éclaircir si on n'a pas trop de fruits sur l'arbre, on va éviter des blessures qui pourraient faire craquer les branches. Puis en arquant aussi, en forçant notre arbre à tomber en production fruitière en arquant les branches, là, on va s'éviter beaucoup de taille. Informer auprès de votre pépiniériste d'avoir une hauteur raisonnable pour récolter. Parce que aussi, je reprends l'exemple de moi avec ma famille, ben là, si tes enfants, tu ne les laisseras pas grimper à 5 mètres dans l'arbre. Une branche peut-être, mais il vaut mieux prendre des arbres qui sont de grandeur raisonnable et adaptés en même temps à notre climat. Ah, il en restait 2. J'avais oublié de le mentionner, mais lorsque l'on taille aussi en fin d'hiver, on doit nécessairement faire une taille d'été.
Donc, ça, c'était dans le pas taillé, mais si on taille, il ne faut pas oublier la taille d'été, ne pas la négliger. Puis, ça, je l'ai mis en dernier, mais en fond, on l'avait vu au début, c'est de bien protéger nos fruitiers contre le broutage, le grugeage, puis j'avais rajouté même le contrôle des mauvaises herbes. Donc, si on reprend notre concept concernant la structure, je vais regarder voir qu'est-ce qui se dit une seconde sur notre petit chat. OK, superbe. Donc, les branches sont-elles assez distancées? Est-ce qu'il y a des branches qui seraient trop grosses, 50 de la grosseur de notre tronc? Puis, j'aimerais, concernant les autres choses qu'on avait dit sur les erreurs, qu'est-ce qui serait approprié de faire sur cet arbre-là? Fait que vous pouvez me texter ça sur le chat. Je vous laisse peut-être... je vais vous laisser réfléchir. Là. Serais-tu capable de remettre la musique? Non, je vais juste laisser ça en suspens. C'est parfait. Donc, je vais vous montrer les réponses. S'il y en a qui veulent vraiment le dessiner, vous pouvez faire une capture d'écran. On n'est pas tout... quelqu'un me disait, il n'y a pas tout le monde qui est sur le chat, mais ce n'est pas important. Vous faites une capture d'écran, puis une fois que vous avez fait la capture d'écran, vous pouvez dessiner, une fois que vous avez enregistré l'image sur votre ordinateur. S'il y en a qui préfèrent, ça vient plus clair parfois comme ça. Bon, ben, je vous remets en contexte, mais vous pouvez commencer quand même à réanalyser l'arbre. On parlait de 7 à 14 branches. Il faut restreindre le nombre de branches. Fait que c'est sûr que lui, il a l'air d'en avoir trop. Quelles seraient les branches qu'on garderait? Puis justement, quand on les sélectionne, bon, est-ce qu'il y a des branches qui sont trop grosses? Donc, je vous ai noté, j'ai numéroté en fait, on le voit, je ne sais pas si on le voit bien, bien, sur un téléphone, on ne le voit pas très bien en fait, mais sur un ordinateur, c'est quand même raisonnable. Mais je me rendais à 8 branches qui viendraient porter mes fruits. Mais là, cet arbre-là, c'est clair qu'une des choses que je vous avais demandé concernant les erreurs, c'est que lui, c'est un arbre qui fait du bois présentement. Ses branches sont vraiment verticales et vraiment pas horizontales. Donc, ça serait une des choses à faire. Puis ensuite, il y avait la protection contre les mulots. Normalement, à ce temps-là de l'année, il devrait avoir sa protection sur lui. Parce que même sa grosseur d'arbre-là, on pourrait se le faire raser, en fait. Puis, la dimension est raisonnable, mais je ne suis pas certaine que la personne, dans ce cas-ci, le savait. Un poirier, ça vient comme 10 mètres environ. Parfois, sont greffés sur du plus petit. Il y a des dimensions plus petites, mais il faut quand même le demander. Donc, moi, ce que j'ai fait, si on commence la coupe du bas, c'était la branche la plus grosse, le trait à l'horizontale. Effectivement, 50% de l'arbre. Aussi, quand on coupe, il ne faut pas couper tout du même bord. Sinon, l'arbre, il serait, tout son poids serait du même bord, puis ça va le déformer. La coupe de droite, même chose, une autre branche qui était quand même assez grande. J'avais une notification sur le déroulement de l'événement. Puis, si on monte un petit peu plus haut, c'est que dans le centre, proche de la branche 5 puis 6, bien là, c'est qu'il y a trop de branches collées une sur l'autre dans ce secteur-là. Fait que, il y en avait déjà une qui partait au niveau de la 5, fait qu'elle de droite, la coupe de droite dans le haut de l'arbre, c'était pour pas qu'ils soient trop une à côté de l'autre, puis même chose avec la 6. Là, ensuite, l'arbre n'est pas à sa pleine grandeur, fait qu'il va se rajouter des branches comme ça qu'on va garder dans le futur.
Mais là, eux que je voyais déjà, c'était eux qui étaient évidents. Fait qu'on parlait de 8 branches, mais ça pourrait, si c'est un grand arbre, se rendre jusqu'à 14. Ça aussi, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un petit défi de taille. Donc, que feriez-vous ici? C'est beaucoup moins intimidant parce qu'il est plus petit. Puis, on se demande si on devrait faire avec une ouverture dans le centre ou juste un tronc principal. C'est 2 techniques de taille. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais moi, puisqu'on a plus montré des exemples de ce qu'on appelle une pyramide avec un tronc principal, ça va être cette analyse-là que je vais vous faire. Donc, ici, encore, bravo. Non, dans ce cas-ci, bravo. Il y avait des protecteurs à mulot. La grosse branche du bas, 50%. Donc, il fallait s'en débarrasser. Il n'y a pas beaucoup de branches sur cet arbre-là, que j'en ai dessiné parce que lorsque vous allez faire votre coupe de la grosse branche du bas, ça va restimuler de repousser des nouvelles branches, en fait. Puis là, vous allez pouvoir vous sélectionner les branches qui sont assez distantes de 15 cm pour pas que toutes nos branches soient engorgées une à côté de l'autre, que nos fruits soient tous comme coincés. Puis, j'aurais peut-être dû prendre une autre couleur, mais j'avais mis un semblant de crochet dans le haut pour les branches qui étaient restantes. On pourrait déjà commencer à les arquer. Puis, dans le fond, si on se rend vraiment dans le haut à droite de l'arbre, la branche centrale, la plus grosse qui va rester, il y avait 2 branches, une qui part à la verticale, puis l'autre un peu plus vers la gauche. En fait, je peux-tu pointer? Oui, ici. Donc, je ne sais pas si on le voit. Ah non, vous ne le voyez pas quand je mets le curseur, vous. Donc, mais c'est que ce que je voulais dire, il était quand même à bonne distance une de l'autre, fait qu'on n'avait pas besoin de la tailler nécessairement. Ah, bon, quelqu'un m'avait dit, on voit. Bon, mais en fait, c'est ici, puis elle. Bon, on n'avait pas besoin de s'en débarrasser d'une. Ils ne partent pas dans les mêmes directions, puis ils sont assez distants. Donc, ici, on a 2 choses à regarder que je vous demandais aujourd'hui. C'était vraiment les 14 branches et puis des troncs de plus de 50%. Donc, tout à fait, les 2 grosses branches étaient des troncs de plus de 50%. Puis, c'est sûr qu'on va choisir le tronc qui est le plus vertical, pour qu'il y ait une forme comme qui se tienne en fait. Puis aussi, c'est quand même, on pourrait dire, plus beau un arbre droit. Puis, j'avais enlevé des branches du bas parce qu'il y avait plus de branches. Ah, c'est-tu parce qu'ils étaient les 2 à la même hauteur? Donc, on poursuit. Donc, j'avais pensé, étant donné que je vous avais parlé aussi des récoltes qu'on veut avoir rapidement avec notre famille, d'ajouter, puisque je vous ai recommandé des fruitiers, de vous montrer la taille des fruitiers aussi. Des arbustes fruitiers, pardon, des arbustes. Donc, ça, c'était juste avant un cassis qui était à mon verger. Donc, les branches deviennent improductives quand ils dépassent 3 ans. Si tu regardes une pousse d'un érable dans la forêt versus un érable de 40 ans, tu vas remarquer vraiment des crevasses dans le tronc. Puis ces crevasses-là vont démontrer, même dans un arbuste, que c'est des branches de plus de 3 ans, puis qu'elles deviennent improductives. Donc, on devrait renouveler ces branches-là parce que c'est les jeunes branches qui vont produire des fruits. Lorsque notre plant est mature, on pourrait renouveler jusqu'à 1/3 du plant par année. Et puis, encore là, on essaie de distancer les branches pour pas qu'elles soient toutes coincées une sur l'autre. Fait que ça vous donne vraiment les principes pour les arbustes, que ce soit dans le camrisier, dans les groseilliers, dans les cassis. Cela s'applique pour tous les arbustes, en fait.
Puis, à la fin, il faut quand même garder quelques branches qui sont de plus de 3 ans pour avoir un équilibre entre le bois et la production fruitière. C'est important comme pour les hormones de l'arbre, la photosynthèse. Les grosses branches ont des plus grosses feuilles aussi. Donc, garder cet équilibre-là entre jeune bois, vieux bois. Ah, c'est ça. Oups. OK, on est correct. C'était pour vous montrer un camérisier, comment il peut être engorgé dans son centre. Puis une fois qu'il est taillé, l'image de gauche, il a l'air beaucoup plus aéré, le soleil va mieux rentrer. Même chose si on regarde l'image en haut à droite où il y a le chien, l'avant et l'après, ça avait besoin de nettoyage. Fait qu'il faut le faire. Il faut le faire, ça renouvelle les bourgeons en fait fruitiers. Donc, moi, aujourd'hui, je vous ai amené quelques principes comme ça. Mon but, c'est vraiment de vous mettre en action, de vous encourager, d'appeler des gens pour aller tester la taille ou de réseauter avec eux. Fait que, je vous souhaite vraiment une bonne taille. Le défi de taille, il commençait là, mais il se poursuit pour toute la saison de taille. Puis en fait, la saison de taille, c'est pratiquement à l'année longue. Il y a tout le temps des choses à faire, mais il faut quand même savoir comment. Fait que pour eux qui veulent, qui ont plus d'ambition, qui trouvent que c'est significatif pour eux, avec tout le mouvement de la permaculture, d'en apprendre encore plus, puis devenir soi-même le super-héros de, de l'écologie, ou peut-être pas, j'exagère un peu, mais qui veulent l'appliquer dans leur quotidien, savoir c'est quoi les bons outils, les bonnes techniques. Je vous présente, si ça vous convient, pour eux qui en veulent un peu plus, je vous présente un masterclass que j'ai monté. Ça, c'est pour eux qui veulent vraiment avoir les détails, avoir la méthode stable, les 5 étapes. Voici les modules que je vous présente. Donc, là, moi, je fais un aperçu. Je ne vous présente pas tous les modules, mais si vous voulez, à la fin, je remets un lien, puis vous allez tous voir les détails. Mais on va autant parler des insectes, la méthode stable, les techniques de sécurité, les bons outils, les périodes de l'année aussi. Ce que je demande pour la masterclass, dans le fond, c'est la valeur, c'est un nouveau cours que je pars, fait que ça vaudrait 350 $, mais là, je fais un rabais de 150 $ pour 48 heures. C'est pour vous encourager, mais les portes vont être ouvertes si vous êtes encore en train de vous demander dans plus de 48 heures si c'est ouvert parce que ça va avec une cohorte. Là. En fait, je vais expliquer le concept de cohorte dans une seconde, mais ça va être ouvert jusqu'au 11 avril. Vous avez jusqu'au 11 avril, mais seulement 48 heures pour avoir le rabais. Ça vaut la peine de savoir qu'est-ce qu'on fait aussi parce que quand on ne connaît pas bien les fruitiers, on peut se retrouver après. Ça prend du temps avant que l'arbre tombe en mise à fruits. Puis on se découvre au bout de 11 ans que les fruits sont vraiment horribles. Mais si vous faites le cours avec moi, vous allez mieux connaître les fruitiers, mieux connaître la taille, mieux savoir quoi faire avec les maladies aussi. Vous avez aussi 2 heures de coaching parce que je ne voulais pas vous laisser seulement avec les 8 modules en ligne. Je me suis dit, bon, je vais leur donner le maximum pour qu'il y ait un succès, que je puisse répondre à leurs questions s'il y avait des ambiguïtés dans le cours ou plus sur le terrain. Des fois, on dirait on a notre méthode stable en tête, mais là, il faut, ah ouais, mais ça, c'est vraiment un cas particulier. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il y en est. Fait qu'il y a le coaching qui va avoir 2 séances de 1 heure. Il y a aussi le manuel de taille de fruitier en permaculture qui est en fait une synthèse des 8 modules, mais aussi l'accès à la présentation complète en format visuel. Donc, il va y avoir aussi quelques outils supplémentaires qui vont être en sommaire à la fin du manuel. Je trouve un des outils qui était nécessaire, c'est que malgré que vous connaissez la technique stable à la fin de la formation, en fait, ça prend un aide-mémoire parce que la méthode, si on reprend le S de la méthode stable, bien, elle nous fait quand même référence à 2 éléments importants qui étaient une structure résiliente, donc que l'arbre ne va pas déchirer, et puis ensuite les 14 branches. Donc, chacun de ces lettres-là de la méthode
réfère à plusieurs éléments. Donc, dans ce cas-ci, vous allez avoir votre aide-mémoire comme ça, d'apporter sur le terrain ou de lire juste avant de partir. Donc, ça, c'est un bonus, ça vient gratuitement avec, en fait, la formation. Donc, moi, dans ma tête, je me dis que une fois qu'on sait bien faire quelque chose, qu'on est bien outillé, si on ne voit plus ça comme un travail, ça vient vraiment comme un loisir. Puis, moi, c'est pour ça que j'adore faire ça, que j'ai parti une compagnie aussi en taille d'arbres fruitiers, qui est ma compagnie de paysagement. Mais suite au cours, vous allez avoir vraiment appris l'ensemble des connaissances nécessaires pour faire une taille de champion. Puis d'avoir des beaux fruits, bien évidemment, parce que c'est ça le but. Souvent, on aime ça réseauter, voir le projet des autres. Donc, ça aussi, je vous donne accès à la communauté Les Beaux Fruits en permaculture sur le portail avec les 8 modules. Je me suis dit, j'ai beaucoup de projets d'ambition à venir avec mon verger. J'ai testé différents types de design, dont un qui s'appelle l'agriculture syntropique, où en fait, on utilise des plantes à fertilité pour devenir autofertiles. Puis, on utilise une technique où on réfléchit, où on fait un design pour copier la nature, comme si on laissait le champ monter jusqu'en forêt. Bien, on copie ça, mais avec des espèces le plus possible utiles et fruitières. Puis, la science des sols, en fait, on s'est rendu compte que la fertilité est beaucoup liée à la vie microbienne, à la vie des champignons, puis aux apports de poudre de roche, dans le fond, pour équilibrer notre sol, avec le pH, bien évidemment aussi. Fait que c'est des formations qui vont être disponibles 2026-2027 pour eux qui décident d'embarquer avec moi dans la masterclass de taille de fruitier en permaculture. Bien, vous avez 20% de rabais dans le futur aussi. Eux qui veulent venir voir le site de démonstration où j'ai ma pépinière Cerisier Camerise, c'est dans la baie des Chaleurs en Gaspésie, en Richmond. On a un hébergement, moi et ma famille, qui s'appelle le studio baie des Chaleurs. Vous pourrez retrouver les détails dans le lien que je vous fais parvenir à la fin de la présentation. Puis eux qui étaient inscrits aussi par courriel, je vais renvoyer le replay s'il y a des gens qui avaient des détails et qui voulaient retourner voir la rediffusion en français, excusez-moi. Si tu décides qu'on travaille ensemble, ben moi, je suis persuadé, dans le fond, que ça va te permettre de vivre une activité significative dans ton quotidien. Ça va rendre tes fruitiers plus productifs, puis tu vas pouvoir profiter de ça pour partager tes récoltes avec tes proches. Même si c'est un petit projet, moi, je vous me présentais la photo de mon verger, mais c'est aussi correct aussi, juste en paysagement des fruitières à côté de la maison. Ça n'a pas obligé d'être gros pour être productif puis d'être agréable. Si vous ne savez pas trop à quoi vous attendre, dans le fond, prenez la masterclass pour 48 heures. Si vous n'êtes pas satisfait, vous demandez un remboursement par courriel. Moi, je ne questionnerai rien. Je vais vous rembourser sans problème. Ça va me faire plaisir. Donc, en gros, ce que je vous offre, si on cumule la masterclass, les sessions de coaching gratuits, le manuel, tout le temps que j'ai pris pour créer ces outils-là, l'aide-mémoire pour m'assurer que vous allez avoir un succès et que ça va être clair quand vous allez sur le terrain, la communauté pour réseauter, reposer des questions. Moi aussi, je vais aller voir environ une fois par semaine pour m'assurer que si personne d'autre a répondu, que je puisse y donner ma réflexion. La formation, les rabais sur la formation puis les rabais sur l'hébergement. En fait, c'est comme si je vous donnais 1400 $, mais là, ce que je vous demande, c'est seulement 200 $ pour avoir accès à tout ça. Donc, j'espère que vous allez pouvoir rentrer dans cette aventure-là avec moi. Si ça vous intéresse, vous pouvez scanner avec votre téléphone ce lien-là ou le taper. C'est le site avec mon nom. J'aurai avantage dans le futur, je le sais, faire un site Internet avec une adresse un peu plus courte, mais c'est ça. Donc, si il y a des gens qui ont des questions dans le chat, que ce soit sur ce que j'ai dit précédemment ou sur la masterclass de taille de fruitier en permaculture, je vais prendre encore les petits derniers 10 minutes pour y répondre. Sinon, il y a sur le groupe aussi
que je vais être actif, le groupe sur Facebook qui concernait le défi de taille. Bon, j'espère que je vous aurai donné le goût de tailler. Je sais que peut-être qu'il y en a qui restent sur leur faim, qu'eux sont vraiment habitués de tailler. Puis là, nous, on a juste vu quelques techniques. Mais en pédagogie, on ne peut pas tout en 1 heure dire rapidement comme ça. Fait que c'est vraiment mon intention, c'est de vous mettre dans l'action, de vous donner l'idée, si vous êtes déjà un expert, ben en fait, d'appeler d'autres experts pour continuer à réseauter. Vous pouvez m'écrire aussi parfois, j'ai le temps de répondre à vos questions sur paysagement, cerises et camerises. Et puis, je vais juste prendre une seconde pour voir s'il y avait des questions. Betsuro. OK, je vais prendre deux secondes pour répondre. La première, en fait, on parle de restructuration de l'arbre, la question de Nicole dans le chat. Si je vais enlever je vais enlever ça pour que vous allez pouvoir me voir en plein écran. Ça ne sera pas long. OK, parfait. Rebonjour, en grand écran. Donc, restructurer un arbre, là, on me disait, si j'enlève tous les troncs de 50% de la grosseur du tronc principal, combien je peux en enlever? Bien, c'est sûr que si c'est un gros arbre, la règle de base, c'est qu'on ne devrait pas enlever plus que le tiers de l'arbre par année. C'est vrai que sinon, l'arbre, on y enlève trop de sève ou on y crée un choc quand même majeur. Fait qu'il faut comme être raisonnable dans le fond. Puis plus l'arbre est gros, ben, là, plus on peut enlever de matériel, mais quand il est petit, il faut quand même être raisonnable. Les bettureaux, ben, ça pousse quand même comme un arbuste fruitier. C'est comme, tu sais, c'est pas tout à fait un arbre, puis ça pousse en buisson. Fait que dans ce temps-là, un sureau, il faudrait le traiter vraiment comme un arbre fruitier. Fait qu'éventuellement, renouveler les branches qui sont trop rendues vieilles. Ensuite, les vignes, moi, ce que j'ai prévu de faire pour la masterclass, je ne l'ai pas mis dedans, mais je vais ajouter un module 9 qui va être spécifique. Mais pour l'instant, ça ne fait pas partie de la masterclass, mais éventuellement, j'aimerais ça l'ajouter comme bonus. Puis peut-être que je vais le mettre gratuit pour eux qui ont déjà accédé à ça. Mais là, c'est vraiment une autre discipline. J'ai peur comme aussi que ça... Puis pour l'instant, j'ai fait des cours, mais je manque un peu de pratique. Fait que je vais comme roder mon affaire avant de donner des conseils sur les vignes parce que c'est un art en soi. En permaculture, cependant, ce qu'on m'avait mentionné, mon prof, j'avais dit, bon, si je veux pas que ça soit comme devenir esclave de la taille, parce que ça a l'air quand même énergivore, la taille de la vigne, c'était en gobelet qu'il mentionnait. Parce que normalement, ce qui est plus commun dans les vignobles ou les vignes de table à la maison, c'est avec un cordon double. Fait que normalement, avec deux têtes principales qui partent de chaque côté, qui sont attachées sur des câbles. Mais ça demande quand même plus d'entretien. Ensuite, noisetier d'Amérique. Noisetier d'Amérique aurait avantage à être traité aussi comme un arbuste. Si on regarde la forme quand il est mature, c'est un arbuste. Donc, de nettoyer le tiers par année pour renouveler les fruits, les bourgeons à fruits avec les nouvelles branches. Puis, le papa, qui est une sorte de mangue. Le papa, ça monte quand même assez gros, effectivement. Moi, j'ai essayé d'en planter à quelques reprises. Ils ont mal hiverné. Le papa, j'agirais de la même manière à 14 branches maximum, de 7 à 14 branches. Puis j'enlèverais les défauts de structure parce que même chose, ça peut fendre. Puis rapidement, à partir de l'année 2, commencer à sortir des cordes, des tendeurs ou des écarteurs, en fait, parce qu'on peut mettre aussi des petites branches de bois pour pousser sur la branche pour la garder dans l'angle de 45 degrés et plus.
Bon, tu sais, il y a plein de détails après ça pour chacune des espèces. Tu sais. Souvent, on dit, là, on parle de cerisier nain de Saskatchewan, le cultivar Joliet, puis des pruniers. Protéger les pruniers. Comment fait-on pour protéger des pruniers? Ah, des fourmis. Les recommandations, excusez, avant d'entamer le cerisier. Non, avant d'entamer les fourmis, je vais traiter le cerisier, puis je vais terminer sur ça pour la présentation, en fait. Je vais remettre le lien en ligne avant de poursuivre, si quelqu'un veut revoir. Le cerisier de Saskatchewan, c'est pas des. On les traite comme des buissons aussi. Parce que normalement, ça ne monte pas plus que 2 mètres selon les cultivars. Oh, là, je ne sais pas si. Ah, on dirait que j'ai fait un écran noir. Ah, OK, c'est bon. C'était le partage qui est en transition. Okay. Ah ouais, là, je viens de voir que mon... en fait, on ne voit pas bien le site Internet s'il y en a qui s'intéressent à la masterclass, là. Mais l'adresse Internet finit par masterclass. De toute façon, je vais le mettre sur le groupe Facebook. Vous pouvez m'écrire sur le Facebook de Paysagement Cerises et Cameries s'il y a un pépin logistique pour accéder au cours. Donc, c'est déjà disponible en ligne. C'est la version numéro 1 du cours. Si vous voyez qu'il y a un bug de logistique, vous me faites signe. N'hésitez pas. Je suis disponible en tout temps pour vous accompagner là-dedans. Si des fois, on a de la misère à accéder au quiz ou des trucs comme ça quand on ne connaît pas bien la plateforme. Donc, pour revenir aux cerisiers, le traiter comme un buisson parce que les cerisiers nains, ce n'est pas des arbres comme les cerisiers morancy qui viennent de grand format. Je pourrais dire aussi une des recommandations, c'est de normalement tailler après la floraison. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça serait un des enjeux concernant les cerisiers. Puis, c'était la dernière chose que j'avais dit. Ah, les fourmis. Mais les fourmis en permaculture, j'ai souvent regardé. Ce qui était recommandé, c'est de planter de la menthe autour. Dans le fond, les fourmis ils vivent dans des endroits secs. Donc, il faudrait ramener de l'humidité un peu plus. Fait que ramener du paillis, du compost, des choses qui vont créer comme une éponge dans le sol pour rendre inhospitalier le site. Parce que si c'est trop l'environnement parfait pour eux, ben c'est là qu'ils créent des colonies. Puis là, s'ils sont directement après ça à côté de votre fruitier, ben ils disent hey, je n'irai pas trop loin faire l'épicerie, c'est juste à côté. Moi, je ne l'ai pas testé cependant, la menthe, mais dans mes recherches, c'était ça que j'avais vu. Sinon, on utilise aussi des fois une bande de ruban gommant autour de l'arbre. Une barrière physique, en fait. Moi, j'en mettrais même 2 de hauteur, une dans le bas, laisser peut-être 2 pieds, puis en remettre une deuxième. C'est pas quelque chose que tu installes, puis tu le laisses là, puis tu ne regardes pas, là, parce qu'il y a une manière de l'installer pour être sûr qu'ils vont rester coincés dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres choses pour les fourmis? Non, c'est ça que j'avais en tête sur le coup. Mais je vous remercie de votre participation. Et comme je suis habitué de dire en tant que pépiniériste paysagiste, abondance, santé et joie de vivre, parce que je crois vraiment que c'est une fois qu'on crée des beaux jardins comestibles avec des fruitiers aussi, c'est ce qui se passe. On est heureux. Donc, merci de votre participation et je vous souhaite des bons défis de terre pour la saison. Au plaisir de voir. Probablement que je referai une autre thématique éventuellement sur le même sujet. Bonne journée. Oh.